Chaque jour, chaque heure, chaque minute, nous recherchons, traitons et diffusons l'information. Nous envoyons nos reporters sur tous les terrains. Nous exploitons tous les thèmes, politique, économie, société, sport. Des journalistes professionnels et engagés prêts à vous informer sans passion. Une rédaction totalement à votre écoute. Contactez-nous au 081 990 45 82. À l'ère où les fake news pilulent sur les réseaux sociaux, Kin24 reste la meilleure adresse pour avoir la bonne et la vraie information. Grande édition du journal télévisé sur Kin24. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Qui a dit que le sénateur Matata Mponyo est libre? Si les réseaux sociaux confirment, le bâtonnier Maurice Kanyama n'est pas d'avis car le parquet n'a pas déclaré les dossiers Matata sans suite. Pire encore, une immunité et sans immunité. Les sénateurs Matata restent à la disposition de la justice pour n'importe quel dossier. Alima Lelajon au téléphone pour plus amples explications. Contrairement aux médias en ligne qui confirment la libération des Matata Mponyo, les bâtonniers Maurice Kanyama recadrent les choses. Jusqu'à preuve du contraire, les dossiers de l'ancien Premier ministre n'est pas classé sans suite. Classé sans suite, ça, il n'y a que le procureur, la partie poursuivante, c'est-à-dire le ministère public, qui peut nous le dire. Le fait d'avoir remis quelqu'un en liberté, s'il y a encore d'autres charges, ne signifie pas que l'infraction est terminée. S'il y a des éléments nouveaux, on va encore lui demander de venir répondre. Dans l'un ou l'autre cas, il reste à la disposition de la justice sans être privé de sa liberté, de ce mouvement d'aller et revenir. Ayant longtemps fait l'objet des tergiversations, la levée des immunités du sénateur Matata Mponyo donne lieu automatiquement à une série de poursuites judiciaires, confirme l'expert en la matière. Dès lors que les immunités ont été levées, toute infraction qui naîtrait ou qui serait mise à sa charge fera l'objet d'instruction. Si hier ça s'appelait Zarianisation et que Bukangalozo s'ajoute et que XY s'ajoute, le ministère public pourra toujours instruire sous cet intervalle des immunités levées. Je vois que les immunités restent levées et si le procureur classe les dossiers sans suite pour fait non établi ou pour une opportunité de poursuite, en ce moment-là, il recouvre ses immunités et reprend calmement la place du Sénat. Bien que le suspense persiste, Matata Mponyo n'est pas libre. Les développements de la province du Sud Kivu étaient au centre de l'audience que Modeste Bati, président du Sénat, a accordé au gouverneur de cette province, Théo Ngwabidje. Les deux personnalités ont également parlé des projets de la modernisation de routes nationales numéro 2 et 5. Kadimboma nous donne le détail. En outre, le développement de la province du Sud Kivu, ainsi que le projet de la modernisation des routes nationales numéro 2 et 5, les deux personnalités ont échangé sur le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire mis en place par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour pacifier cette partie du pays. C'est un programme qui a été validé et l'ordonnance présidentielle qu'on attendait a été publiée il y a une semaine. Ce processus va nous amener la paix dans notre province, mais il n'y a pas que la paix. Nous avons parlé des routes. L'honorable président du Sénat a insisté sur des routes principales qui relient Bukavu au territoire. Ici, il a été question de la route nationale numéro 2 qui relie Bukavu, Walungu, Mwenga. Cette route a été réhabilitée, mais nous voulons que cette route soit réhabilité en dire, c'est-à-dire qu'on puisse avoir les routes en goudron. Ça a été parmi les points importants. Nous avons la route qui va relier Bukavu, Kabare, Calais jusqu'à Goma. C'est la route nationale numéro 2 qui va vers Goma, qui va relier les deux capitales provinciales, donc le Sud Kivu et le Nord Kivu. Et enfin, une route qui reste aussi une grande préoccupation, la route nationale numéro 5 qui relie Bukavu, Uvira jusqu'à Fizi. Toujours à la Haute Chambre du Parlement,
Une session de formation de 5 jours est organisée à l'intention des agents du Sénat, membres de la cellule de gestion de projets de marché public, dans l'objectif d'optimiser les processus d'évaluation, d'analyse et d'attribution de marché pour une bonne acquisition de biens du Sénat. Signalant que depuis 2014, la cellule de gestion de projets et de marché public du Sénat n'a plus organisé une passation de marché. Cependant, sous le leadership du nouveau bureau, un processus de passation de marché a été engagé pour acquérir notamment les véhicules, le matériel de polyclinique et autres matériels informatiques. Élection 2023, la procédure amenant à l'organisation de ces scrutins ne fait pas l'unanimité. Si pour certains, la publication de calendrier des désignations de membres de la CENI rassure, pour d'autres, l'édit calendrier présage des élections catastrophiques, contrairement aux 2 précédents cycles. Ali Malé, une fois de plus. Engagé dans la lutte au profit de la réforme électorale, Henri Lungunja, coordonnateur des collectifs 24, est sceptique au lendemain de la publication du calendrier des désignations des membres de la CENI. Les textes ont renforcé la politisation de la CENI en accordant trop de place à des politiques qu'aux acteurs de la société civile pour question de la neutralité. Et en plus de cela, les parlementaires n'ont pas voulu expressément définir le concept de la personnalité indépendante. Parce que même si on accordait un plus grand nombre aux partis politiques, mais il y a un élément important que les partis politiques devraient désigner des personnalités indépendantes, pas nécessairement les membres de leur parti politique. Et dans ce processus-là, nous pensons que ça va quand même créer l'entorse, d'autant plus que les gens qu'on va mettre, c'est plus des politiques. Et voire même au niveau de du président de la CENI qu'on donne d'office à des confessions religieuses, la procédure même de désignation pose problème et à cela, nous risquons de retomber encore à une CENI plus mauvaise que la CENI qu'on a connue en 2006, en 2011 avec Ngoï Mulunda et en 2018 avec Enanga. N'ayant pas obtenu gain de cause à tous les niveaux, cet acteur de la société civile fait appel à la vigilance de la population congolaise comme dernier rempart. Comment remédier à cela? Je pense bien que ce n'est que la vigilance populaire et l'engagement de la société civile et que les missions d'observation électorale ne puissent pas commencer le travail seulement le jour du scrutin, mais que le travail de monitoring, le travail de suivi de près commence dès maintenant pour commencer à dénoncer les déviations. Notons que ce calendrier va du mercredi 14 au mardi 27 juillet en cours. La mise en circulation du code postal de la RDC et celle du timbre postal héros national Patrice Emery Lumumba, ancien premier ministre de la RDC, sont là 2 arrêtés signés par le ministre de PTNTIC pour la SCTP. La cérémonie a eu lieu ce jeudi dans l'enceinte du bâtiment administratif de l'hôtel du gouvernement Katichi Kwakwa. Ces 2 arrêtés constituent une phase décisive pour le système national de la boîte postale, car cela fait 2 décennies que la République démocratique du Congo s'est exclue du marché mondial de la fibre, relate Didier Mousseté-Lécan, DG de la SCPT. La signature de l'arrêté de mise en circulation du code postal de la République démocratique du Congo et l'arrêté de mise en circulation du timbre postal héros national Emery Patrice Lumumba, premier ministre de la RDC, phase décisive du système national d'adressage postal. Cela fait à peu près 2 décennies que la République démocratique du Congo s'est exclue du marché mondial de la philatélie et avait cessé de faire parler de son histoire, de sa culture, de son économie à l'échelon international pour n'avoir pas imprimé le timbre postal. C'est avec un grand plaisir que le ministre de la PTNTIC, Kibasa Maliba, reçoit la première édition du code postal de la RDC. Car la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, trouve ici son parfait accomplissement. Je suis heureux de vous accueillir ce jour pour la cérémonie de signature de 2 arrêtés ministériels, l'un pour la mise en circulation du timbre
Emery Patrice Lumumba, et l'autre pour la mise en circulation du code postal de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je reçois cette première édition du code postal de la République démocratique du Congo. En effet, la vision du peuple d'abord, chère à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pensée mère qui conduit l'action du gouvernement dirigé par Jean-Michel Samalukonde, trouve ici son parfait accomplissement. Ce document, d'une importance capitale, permet à la RDC de tourner sa page sombre dans ce secteur et d'imprimer le terme post-héros national Patrice Emery Lumumba. L'Office congolais de contrôle a une nouvelle équipe dirigeante. La cérémonie de passation de pouvoir entre les entrants et sortants est intervenue ce jeudi au siège de la direction générale de l'OCC en présence des agents et cadres de cet établissement public. Nadine Bonpourifoulou et Jacqueline de Kenya nous donnent de plus amples explications. Voici ces deux arrêtés confirment la mission de conduire l'Office congolais de contrôle. Lambert Osango, PCA, Gilbert Loubiba, DG et Romain Lobo, DGA, tous intérimaires. Après lecture de l'arrêté du ministère du Commerce extérieur portant leur désignation, il est directement intervenu la remise reprise. D'abord, entre le PCA sortant et entrant, puis les DG et DG entrants avec la secrétaire générale au commerce extérieur qui a représenté les DG et DGA suspendus à titre préventif. Dans son mot, Gilbert Loubiba a remercié le chef de l'État pour le choix porté sur cette nouvelle équipe. Le DG intérimaire entend conduire l'OCC à destination avec l'appui de tous dans la volonté de Dieu. La sagesse et l'intelligence pour que nous arrivions à bon port. Nous voulons aussi remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a bien voulu, par sa volonté et par sa politique, placer des gens qui peuvent accomplir sa vision. Et nous pensons que tous ensemble, nous allons continuer à conduire cette OCC, qui est notre pour le nord vers sa destination. L'OCC a été confié à Dieu et Dieu nous a dit il n'y a plus de bonheur à faire quoi? À servir. Et celui qui sert, c'est celui qui démontre l'amour de Dieu. Il n'y a aucun endroit où on peut démontrer l'amour de Dieu que dans le service. Les héros promus ne sont pas étrangers de la boîte, ils sont tous fils de l'OCC. Lors de cette cérémonie, leurs cursus professionnels et académiques ont été présentés aux agents et cadres de l'Office congolais de contrôle. Par le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, le nouveau directeur général intérimaire de l'Office de gestion du fret multimodal a été installé. C'est le secrétaire général au transport Dona Bangola qui a procédé à l'installation de Olivier Mandila. Nathalie Dembasuka Katalai pour ce reportage. L'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, a désormais un nouveau dirigeant à sa tête. Il s'agit de Olivier Mandila Moutala. Autrefois directeur général adjoint, ce dernier a été désigné directeur général intérimaire par le ministre de Transport et Voies de Communication et des Désenclavements après la suspension de Patience Saïba. Le nouveau directeur général a été installé par le secrétaire général au transport. Après le constat non justifié du directeur suspendu, un procès-verbal de carence a été signé par le secrétaire général au transport, le directeur de cabinet et le conseiller juridique du ministre Okende, le directeur de ressources humaines, ainsi que le responsable juridique de l'OGFREM. Installé, Olivier Mandila Moutala a invité les agents et cadres au travail. Je voudrais ici inviter les cadres et agents de l'OGFREM qui vont me suivre à travers ce message de se mettre au travail. Nous n'avons qu'une seule chose à protéger ici, l'outil de production, l'Office de gestion du fret multimodal. Nous ne sommes pas le premier à arriver ici, nous ne serons pas les derniers. Mais que chacun, quand il a le temps de servir, le fasse avec abnégation. Les hommes passent, les institutions restent, dit-on, à l'OGFREM.
le travail continue normalement. Les déplacés d'Intérêt Kaniti en Ituri lancent un SOS en direction du gouvernement suite à ce que l'on peut appeler catastrophe humanitaire. Dans ces deux cités, les hommes, femmes et militaires vivent dans des conditions inhumaines. L'on déplore des cas de décès, de la famine et autres, dont Deli Mutombongwe. Le groupe de soutien aux députés Saint-Nicolas Irachen et Ludobounia a effectué le déplacement de ces deux sites dans le but de s'imprégner de la situation. Selon le membre de cette équipe, il faut vite agir pour sauver ses compatriotes. Le constat est très amer. Je vous dis, la situation est catastrophique. Ils vivent très mal. Il faut des assistances alimentaires, sanitaires et même des assistances scolaires parce que les enfants ne sont pas en train d'aller à l'école. Est-ce que réellement l'Ituri est-elle considérée? Le gouvernement doit agir. Le gouvernement a saisi et déplacer que la première dame songe aussi à l'Ituri. Les déplacés, quant à eux, souhaitent que la situation sécuritaire soit rétablie dans leurs milieux respectifs pour qu'ils y retournent. Qu'on mette fin à la guerre. Nous voulons rentrer chez nous, c'est tout. Près de 9 mois déjà, depuis que cette situation perdure. On déplore même des cas de décès. Au moins 5 enfants meurent chaque semaine de suite de malnutrition. Je n'ai rien à donner à mes enfants. Mon cœur est fatigué. L'équipe de soutien du député Eludobounia Saint-Nicolas Irachan lance un SOS en direction de la communauté nationale et internationale pour qu'une solution soit trouvée pour sauver ces milliers de compatriotes en proie à l'insécurité. En santé, les dents carriées de certaines personnes n'ont pas de répit pendant cette période des saisons sèches. Soucieux de donner le meilleur à nos téléspectateurs, la rédaction de Kin 24 est allée à la rencontre du chirurgien dentiste Dr Alain Kindembe qui revient sur les causes ainsi que la prévention de cette douleur. Suivez. Pendant la saison sèche, la température à Kinshasa chute jusqu'à atteindre 23 degrés Celsius. Et cette fraîcheur, certaines personnes avec les dents carriées le vivent mal. Une douleur insoutenable, parfois la joue enflée. Dr Alain Kindembe, chirurgien dentiste, revient sur le cause de l'intensification de cette douleur qui, contrairement à la pensée populaire, n'est pas due qu'au froid. Le soir, c'est quand nous dormons la bouche fermée qu'il se passe beaucoup de fermentation dans la bouche parce que la bouche est fermée, la température est un peu élevée et cette température est favorable au microbe. Quand votre bouche est allée au lit assez propre, vous allez faire vos fermentations mais qui ne produiront pas assez de dégâts. Mais le froid agit aussi comme facteur déclenchant de la douleur parce que dans le froid, les veines sont congestionnelles. Comment prévenir ces douleurs dans le moment frais de l'année? Quelle pâte dentifrice et quel type de brosse utiliser? Dr Alain Kindembe répond. Le seul moyen pour prévenir la douleur, c'est le brossage des dents. En principe, on se brosse les dents autant de fois qu'on mange. Mais des fois, nous mangeons en dehors de nos toits habituels. C'est comme ça qu'on dit toujours aux gens, après un repas, il faut avoir le temps de rincer la bouche avec abondamment d'eau. Une bonne pâte dentifrice contient, il y a le savon, il y a le calcium, il y a le fluor, il y a l'eau. Tous ces éléments mis ensemble font l'efficacité d'une bonne pâte dentifrice dans nos milieux, quoi. Bonne brosse à dents, la tête est rétrécie un tout petit peu par rapport à l'autre extrémité. Et puis, il y a une incurvation. Une brosse ne doit pas être comme un bâton. Covid-19 oblige. Le chirurgien dentiste recommande le port correct de masque car la bouche est l'une des entrées, sinon la principale, du virus. L'association de l'Union des résidents de Bianda pour le développement URD, en sigle, dénonce une manœuvre frauduleuse de déviation du projet de bitumage de l'artère transversale Bianda reliant la route bypass à celle de Kimwenza, mission dans la commune de Mongafula. Le comité de direction de l'Union des résidents de Bianda pour le développement URBD en sigle dans la commune de Mongafula se plaignent d'un acte de délocalisation frauduleuse de travaux de bitumage qui étaient prévus sur base d'un financement extérieur de la banque Badea au bénéfice de la route Bianda. La route Bianda a été financée par Badea et au fil
devait être réhabilité par l'entreprise Arabe Contractor. Le ministre Thomas Louaka nous avait reçu le 31 juillet 2018. Et à cette réunion, nous avons constaté qu'il y avait un financement pour Kanza, appelé Bel-Air, de 1 milliard de francs congolais équivalent à 630 000 $. Et que Bianda bénéficiait d'un financement extérieur, de BADEA et OFID, comme je viens de le dire. Malheureusement, ces gens mal intentionnés ont pris l'argent de l'extérieur, de BADEA, pour aller encore travailler sur Bel-Air. Le comité soutient en outre avoir écrit à plusieurs autorités telles que la présidence de la République, la primature, l'hôtel de ville, au président de l'Assemblée provinciale et à l'ancien ministre de l'ITPR, Willy Ngopos, afin de dénoncer cet acte odieux. Il y a eu la loi de 2014 désignant l'artère Bianda parmi les artères de la ville de Kinshasa qui devaient être réhabilitées et mutilées. Et à la suite de ces lois-là, ou de cette loi, parce qu'il y en a eu deux, il y a eu des engagements pris par le ministère des ITPR pour les études de faisabilité de ces lois qui ont été faites pour la réhabilitation de la terre Bianda, au même titre que Biangala, Kisenso et Salomon. Malheureusement, ça n'a pas été fait. En attente d'une réponse favorable et de l'implication active du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa lutte contre la fraude et les détournements, le comité directeur de l'ONG URBD s'est dit confiant et espère qu'enfin que l'on mettra un terme sur cette confusion. L'avenue Kimwenza est dans un état délabrement très avancé. Les automobilistes qui se servent de cette route ne cessent de se plaindre. Explication dans ce reportage que nous propose Atamo, stagiaire de l'IFASIC. Flaque d'eau, par-ci, trou béant, par-là, et à chaque 30 à 50 mètres, voilà le tableau que nous présente la chaussée de Kimwenza. Une route parallèle à l'avenue de l'université. Le passage sur cette route, c'est plus qu'un calvaire. soki mana bambongo sonini libulu ebotami awa na ndenge moko ya kosala te po toza juste na Kimwenza na croisement Mbole en fait na Mbole na croisement Kimwenza. Alors tozosenga awa kutu po mwa elanga moni yango wana ba volontaire kaka bameka odébouché mais mwa mai ediminue mais mai yango ata toyene toza na elanga mai ezobotama na wana neti na se kaka. Le cri d'alarme des automobilistes et celui des habitants riverains date de plusieurs années, mais aucune lueur d'espoir jusqu'à ces jours. Restons dans ce chapitre. L'avenue Bel-Air dans la commune de Mongafula est dans un état délabrement aussi très avancé. Un constat amer a été fait par José Ilaka, stagiaire de l'IFASIC, encore une fois de plus. On est dans la commune de Mongafula sur la route Bel-Air. Cette route sépare le quartier Massangambila à celui de Bianda avant d'atteindre Kimwenza Mission où se trouve la grande bibliothèque universelle centrafricaine. Mais voilà, une année après, cette route est impraticable en voiture suite à son état de délabrement avancé. Zelango, ezako kufa. Ba soki ba grec ba yakawa, soi-disant, ba sa la biso Zelango. Basala ya moto. Mais lelo talande Zelango ndengeza. Oh, ba timula mabulu, ba chama banga, mais tant mbulu ebeti mais aujourd'hui là, nous en sommes où bibliothèque universelle. Ceux qui mutu oyo azouta ailleurs, aïa pour asala nzela oyo. Ou bien amona nzela oyo. Après ça, tout le monde honneur nini. Awa na belan nzela pene ezala raté. Photo singa pena na bakonza mboka pena na mai bakonzi babongisa pena. Babongisa. D'après les informations que nous avons recueillies, c'est l'entreprise égyptienne Arabe Contractor qui a gagné les marchés de son réaménagement. Mais malheureusement, les travaux sont aux arrêts
depuis une année. Les résidents riverains soutiennent avoir mené plusieurs démarches auprès des autorités compétentes telles que la cellule chargée d'infrastructure au ministère des ITPR. Celle-ci aurait demandé à Arab Contractor à poursuivre les travaux lancés sur cette route, mais hélas, rien n'est fait. Alors, jusque-là, tu mènes des démarches, tu sali l'action, on a balabala, tout. Solution est attendue. Récemment, c'est solution qui est non, c'est dit la commune qui est grave, on va bannir misala, mais tu dois battre misala, on va bannir quand et tout la quand. Et on doit plaider, le gouvernement va être là, on va voir la naine, c'est là où on passe que selon une source digne de foi du ministère des ITPR, ces travaux sont aux arrêts suite au fait que les attributions de la direction des ponts et chaussées sont bloquées par les politiques. L'administration est écartée de la surveillance des différents travaux qu'exécutent ces entreprises étrangères. Elles sont à la fois exécutantes et surveillantes de leurs propres travaux. La même source précise que les problèmes résultent au sommet du ministère des ITPR qui attribue à ces entreprises les droits d'être juge et partie sur la réalisation de ces travaux. Un pont confondu au déversoir de déchets ménagères, c'est sur l'avenue Mouchi du côté de Kanlufungula, là où la rivière Gombe tire sa source. Maria Moubenga. Selon la population de ces coins, cette situation catastrophique est due avant tout au manque d'éducation civique et sanitaire de la population qui manque de poubelles et toilettes à domicile. Presque tous ceux qui habitent ce coin se servent du dessous de ce pont comme déversoir de déchets ménagers. Une situation qui inquiète ces habitants qui craignent tout de même des conséquences néfastes, notamment les maladies. Mais après tout, ce que l'on a fait, à condition que la banque ne pas une cas. Il y a un autre site où ils ont comme un peu. Pour la solution tout le monde, chef de l'État a l'élection pour laisser parce que ces abouchés, il y a un autre solution. Tant que cette situation persiste, la population sera exposée au risque d'infection. Si l'autorité urbaine pensait à soigner l'environnement de cette partie de la capitale à travers le projet Kinbopeto, ça éviterait à la population de maladies. Avant de se quitter, décédé le 28 juin dernier, Mwenzen Kongolo a été inhumé ce jeudi dans le Haut-Katanga. Sa famille politique, ses proches et sa famille ont rendu les derniers hommages à cet ancien compagnon de Mzee Laurent Désiré Kabila. Suivez. Cette cérémonie funéraire a connu deux grandes étapes, à savoir les discours, témoignages, les oraisons funèbres et le recueillement. Jeannot Mwenzen Kongolo a, aux côtés de Mzee Laurent Désiré Kabila, joué un rôle important dans la libération du pays du règne de Mobutu en 1997. Son intégrité, sa constance politique et son engagement ont pérennisé les idéaux de Mzee après sa mort en 2001. Toutes ces valeurs lui ont été reconnues à travers les différents témoignages faits notamment par les membres de son parti politique, le Patriote Kabiliste, l'UNC de Vital Kamerhe, l'association socio-culturelle Bouloubaï Boukata, le député national Bouyou Luyongola, l'organisateur des obsèques et ancien ministre de la Défense et neveu du défunt Emengoy Moukenalou Sadiessé, ainsi que les enfants du défunt. Après est venue l'étape de recueillement et dépôt des gerbes de fleurs qui a commencé avec le gouverneur Jacques Kaboula, suivi des sénateurs, députés nationaux et provinciaux, du vice-gouverneur, des ministres honoraires et plusieurs autres personnalités. Après, la dépouille mortelle de Jeannot Mwenzen Kongolo a été acheminée à l'église méthodiste Nouvelle Cathédrale avant l'étape de Kassangiri pour son inhumation. Jeannot Mwenzen Kongolo est décédé à l'âge de 61 ans, laissant derrière lui une femme et 11 orphelins. Que son âme repose en paix. Kadimboma a été chef d'édition, Nathalie Dembasuka Katala est superviseur. En leur nom, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin ce journal.